L'apparition de la photographie au XIXe siècle a privé les artistes peintres d'un bon prétexte à la pratique du portrait, la vanité du modèle qui tenait à immortaliser son effigie. L'autoportrait aussi a souffert de cette intrusion, et Van Gogh sera le dernier, avant Bacon, à interroger sans concession son propre visage, peut-être pour y trouver des signes avant-coureurs de sa destinée. Mais nous reviendrons bientôt à l'autoportrait. Les premiers portraits de la peinture occidentale sont pour l'instant ceux qui ont été retrouvés dans les ruines de Pompéi ou dans les tombeaux du Fayoum, tous caractérisés par un grand souci de précision. Plus troublants finalement sont les masques sculptés de Zésosis III qui le montrent vieilli, alors que les conventions liées au pharaon exigeaient la représentation idéalisée de son éternelle jeunesse. L'art du portrait peint fut aussi très prisé des Romains, surtout sous une forme collective, comme le prouve la frise de l'Arapacis, qui aura une grande influence sur les artistes de la Renaissance italienne, Giotto en particulier. Le portrait peint individuel visant à la ressemblance disparaît ensuite pendant des siècles. Dieu étant le seul créateur, il convient de ne célébrer que sa seule gloire. Les artistes ne sont alors considérés que comme des artisans habiles à exploiter des matériaux créés par Dieu. Avec les gisants sculptés de Bourgogne, réapparaissent les portraits peints, dont le premier portrait pris sur le vif, celui du roi Jean le Bon, attribué à Girard d'Orléans. Suivent au siècle suivant les portraits de Charles VII par Fouquet, du cardinal de Bourbon par le maître de Moulins, des époux Arnolfini par Van Eyck et de toute la cour portugaise par Gonçalves. Mais c'est en Italie que le Quattrocento va être l'occasion d'un extraordinaire développement de l'art du portrait, avec Della Francesca, da Messina, les Bellini, Ghirlandaio, Botticelli ou encore Gozzoli, qui mettent en scène toute la famille Médicis dans son fameux cortège des mages, ainsi que lui-même, coiffé d'un bonnet portant sa signature en latin. On le voit, même s'ils dépendent toujours du bon vouloir de leurs commanditaires, les artistes ont pris le pouvoir. C'est le cas avec les Clouet, les Holbein, Memling ou Dürer. Ce le sera davantage encore avec Léonard de Vinci, que François Ier semble considérer comme son égal, au point de lui donner le château du Clos Lucé, où il avait passé son enfance, en lui disant « Ici, Léonard, tu seras libre de rêver, de penser et de travailler ». Avec Raphaël, Vinci est le meilleur représentant du portrait classique, ou objectif si vous préférez, qui sera suivi du portrait maniériste avec Bronzino, du portrait virtuose avec Titien, Rubens ou Velázquez, du portrait psychologique avec Rembrandt, du portrait d'apparat avec les peintres très complaisants de la cour de Louis XIV, du portrait ludique avec Watteau ou Fragonard, et du portrait anglais avec Gainsborough ou Reynolds. Au XIXe siècle, David revient au portrait classique qui connaîtra son apogée chez Ingres, tandis que Goya innove avec le portrait critique, Courbet avec le portrait réaliste, Whistler, Boldini ou Sargent avec le portrait mondain qui dure ce que dure la belle époque. Avec Manet, Degas, Renoir, Gauguin ou Cézanne, l'interrogation psychologique du modèle est reléguée au second plan par l'interrogation plastique de l'artiste, que les fauves puis les cubistes pousseront encore plus loin. Le souci de ressemblance ne sera plus qu'anecdotique. Poursuivant sa dérive, le portrait sera pour les expressionnistes le prétexte à une confession, à une projection de leurs propres sentiments, sans beaucoup d'égard pour ceux du modèle, et c'est tout naturellement qu'il évoluera ensuite vers la caricature. Mais la caricature est comme l'autoportrait une autre histoire que nous aborderons prochainement.